Bonjour à tous et bienvenue dans votre monde. Est-ce que vous connaissez la métaphore de l'effet papillon? Cette métaphore explique qu'un petit battement d'un papillon à un endroit du monde peut créer une tornade à l'autre bout de celui-ci. Aujourd'hui, c'est exactement ce phénomène dont nous allons parler. Comment un petit événement, comment une élection qui s'est jouée à seulement 288 voix a changé notre monde au début des années 2000 et que cette élection et cet impact de ces 298 voix continuent à se faire ressentir aujourd'hui. Aujourd'hui, comment très peu de personnes peuvent avoir une influence majeure dans la géopolitique mondiale. Notre histoire, elle va donc commencer le 21 janvier 2001. Le 21 janvier 2001, George W. Bush devient le 43e président des États-Unis d'Amérique. Mais ça commence certes le 21 janvier 2001, mais avant ça, il y a une élection. Et l'élection, elle va être plus que serrée, elle va être plus que compliquée, et comme je l'ai dit, cela va avoir un impact majeur. Comprenons donc l'élection présidentielle américaine de 2000. Donc celle-ci se passe en novembre 2000. C'est à chaque fois les présidentielles américaines, donc se passent tous les 4 ans en novembre. Donc en novembre, c'est l'élection de manière générale. Et le président prend ses fonctions en janvier 2001. Cette élection présidentielle va opposer d'un côté George W. Bush, qui est le représentant du Parti républicain. Donc, concrètement, c'est la droite. Hein. Chez nous, en France, on pourrait dire que c'est les républicains aussi, d'ailleurs. Ils ont pris le même nom. Et donc, George W. Bush était le fils de George W. Bush aussi, qui s'est pas vraiment fait chier sur le nom pour le coup, qui était lui-même 41e président des États-Unis. Face à lui, on a Albert Arnold Gore Jr., dit aussi Al Gore. Donc pour le reste de la vidéo, je l'appellerai Al Gore, puisque quasiment tout le monde l'appelle Al Gore en fait. Lui, il représente le parti démocrate et il est le vice-président de Bill Clinton, qui était le 42e président des États-Unis. Donc pour vous resituer, la George W. Bush, 41e président des États-Unis, puis Bill Clinton devient président des États-Unis pendant 8 ans, avec Al Gore comme Premier ministre. Et donc en 2000, George W. Bush Jr. affronte Al Gore. Donc c'est deux grands politiciens qui connaissent très bien les États-Unis et qui sont très connus de la scène politique américaine. Mais pour ça, je vais vous montrer une petite vidéo du fonctionnement des élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique, parce que c'est un fonctionnement qui est, franchement, assez spécial quand on ne le connaît pas. Donc regardons ensemble cette petite vidéo. Le 20 janvier, ce sera le jour J, l'Inauguration Day. Après 2 mandats, Barack Obama laissera la place au 45e président ou présidente des États-Unis et le duel se jouera entre Hillary Clinton et Donald Trump. Mais avant de remuer drapeaux et pancartes, prenons quelques minutes pour comprendre comment fonctionne ce scrutin, car ce n'est pas si simple. Les différents partis sont représentés par des candidats. Les partis principaux sont les partis démocrates et républicains. Et pour choisir leurs candidats respectifs, ils organisent des primaires. Pendant 4 mois et demi, chaque candidat tente de convaincre et de s'imposer pour devenir le leader de son parti. Chez les démocrates, ils étaient 3, chez les républicains, ils étaient 12. À l'issue de ces primaires, ce sont donc Hillary Clinton et Donald Trump qui ont gagné leur ticket pour la présidentielle. Et c'est en binôme qu'ils se présentent, Hillary Clinton et son vice-président Tim Kaine et Donald Trump. Évidemment, sur cette vidéo, c'est l'explication de la présidentielle d'après qui a opposé Hillary Clinton à Donald Trump. Mais bon, dans le fond, le fonctionnement de l'élection présidentielle est exactement le même lors de la confrontation 12 ans plus tôt entre Al Gore et Bush. Et son vice-président Mike Pence. Pour se présenter à l'élection présidentielle, les candidats doivent répondre à certains critères. Le premier, celui de l'âge, ils doivent avoir au moins 35 ans.
Parmi les différents candidats qu'ont connu les États-Unis, John Fitzgerald Kennedy était le plus jeune, 43 ans, et le plus vieux était Ronald Reagan, 69 ans. Autre critère pour les candidats, être né aux États-Unis et y résider depuis au moins 14 ans. Pour cette élection, le profil des candidats est inédit. Après un homme noir élu à la présidence, ce sera soit une femme, soit un riche homme d'affaires sans expérience politique. Le dur de la campagne à la présidence démarre officiellement après les conventions d'investiture qui avaient lieu en juillet et s'accélère après le Labour Day, le premier lundi de septembre. Et c'est à coup de clips vidéo, de publicités, de meetings et de millions de dollars que chaque candidat, démocrate et républicain, va tenter de convaincre le peuple américain. Une véritable guerre d'arguments et d'attaques personnelles est alors lancée. Contrairement à la France, ce ne sont pas les citoyens américains qui élisent directement leur président. Ils viennent voter pour des délégués. On appelle ça le suffrage universel indirect. Le 8 novembre, chaque citoyen sera donc amené à voter dans son État pour élire ses représentants, appelés les grands électeurs. Ce vote est historiquement organisé un mardi car il permettait à l'époque aux citoyens ruraux de se déplacer en ville pour venir voter et ne pas louper le dimanche, jour du Seigneur. À l'issue du 8 novembre, chaque État comptabilise quel camp a remporté la majorité des suffrages et il lui attribue tous ses grands électeurs. Ces grands électeurs forment alors le collège électoral qui élira le futur président. Aux États-Unis, il n'y a pas de proportionnel, à part dans 2 États, d'où les tensions qui existent autour des swing states, ces États capables de basculer d'un camp à un autre à une voix près. Alors, pour vous expliquer juste un tout petit peu de cette histoire de grands électeurs. Donc en fait, chaque État a un certain nombre de grands électeurs qu'on peut voir ici donc sur cette carte. Donc chaque État a un certain nombre de grands électeurs. Ce grand électeur en fait correspond au nombre de représentants au Sénat plus le nombre de représentants à l'Assemblée nationale. Et donc ce nombre de représentants est bien sûr proportionnel à la population de l'État. Donc pour expliquer un tout petit peu plus, par exemple, donc si on prend le Texas ici, donc qui a 38 grands électeurs, donc dans cet État, si un candidat remporte juste 51% des voix, il remporte les 38 électeurs, mais s'il a 90% des voix pour lui, il remportera aussi les 38 électeurs. Donc c'est juste une proportionnelle par État qui te donne la totalité des grands électeurs de cet État. Donc c'est une particularité assez importante. Les États réputés pour leur tempérament versatile sont notamment la Floride, l'Ohio, mais aussi la Caroline du Nord, la Virginie, le Wisconsin, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie, l'Iowa ou encore le Colorado. À l'opposé, la Californie est réputée profondément démocrate et le Texas républicain. En plus du vote pour la présidence, les citoyens américains se déplacent aussi le 8 novembre pour voter pour leurs représentants au Sénat, leurs procureurs, leurs shérifs, leurs gouverneurs, mais aussi à des référendums. Une fois élus, les grands électeurs sont appelés à voter. Dans 99% des cas, ils votent en fonction des préférences des citoyens des États qu'ils représentent. Mais ce n'est pas obligatoire. Pour remporter l'élection à la présidentielle, les candidats doivent remporter 270 voix de grands électeurs sur 538. Et s'ils ne parviennent pas à être départagés, c'est la Chambre des représentants qui s'en charge. Une fois élu, le président ou la présidente ne prend pas ses fonctions immédiatement. Une période de transition commence alors. L'occasion pour lui ou elle de nommer son cabinet, de préparer son gouvernement et de gérer le personnel de la Maison-Blanche. Et ce n'est que le 20 janvier, lors de l'Inauguration Day, que le président élu le devient officiellement. Il prononce son discours d'investiture devant le Capitole à Washington et prête serment sur la Bible. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre comment fonctionnaient les élections présidentielles aux États-Unis. Donc voyons maintenant les résultats de cette élection en 2000. Les premiers résultats font apparaître un bulletin très serré entre Al Gore et George Bush. Au total, sur la totalité, George W. Bush a 246 voix et Al Gore 241 voix lorsqu'ils ont compté les 49 premiers États. Il reste
un État à compter, un État clé, c'est la Floride. La Floride, elle compte 25 grands électeurs. Donc si Al Gore gagne la Floride, il sera élu président des États-Unis. Si Bush remporte la Floride, il sera élu président des États-Unis. Tout va donc se jouer sur un seul État. Et c'est ce résultat dans cet État qui va être le plus serré de toutes les élections américaines jamais faites aujourd'hui. On va donc commencer le 7 novembre. À 19h15, les chaînes de télévision annoncent la victoire d'Al Gore. À 22h, elles corrigent. Il est impossible de départager les deux candidats tellement les résultats sont proches. À 2h15 du matin, donc Fox News donne Bush vainqueur. Mais le politologue qui affirme sur cette chaîne, qui est une chaîne donc très conservatrice, très à droite et très pro-républicain, bah, c'est un cousin de George Bush. Donc bon, c'est peut-être pas forcément très crédible. À ce moment-là, Al Gore, il va appeler Bush pour concéder sa défaite. Mais une heure après, il se reprend. Et il dit, en fait, bah, je l'ai peut-être pas perdu, en fait. Finalement, c'est pas sûr. Ce qui est quand même assez fou. Vous conviendrez quand même, un candidat qui appelle un autre candidat pour admettre sa défaite, puis une heure plus tard, revient dessus et dit, en fait, je suis même plus sûr. Ça se trouve, j'ai gagné, et ça se trouve, c'est toi qui as gagné. Bah, c'est quand même assez insolite, quoi. À 4h15 du matin, les chaînes se rétractent à nouveau. C'est toujours impossible de savoir qui a gagné. On ne sait plus. Est-ce que c'est Bush? Est-ce que c'est Al Gore? C'est une confusion totale. Personne ne sait. À ce moment-là, il va même y avoir une interview du colistier d'Al Gore, donc celui qui se présente à la vice-présidence, et lui-même ne sait même plus quoi dire. Il ne sait plus, il est complètement perdu. Il dit on verra bien. Je ne sais pas du tout. Plus tard dans la soirée, donc la division des élections de Floride, elle proclame Bush vainqueur par 1794 voix sur plus de 5 600 000. Donc Gore, lui, Al Gore, il est toujours pas sûr de ça, et donc il redemande un recomptage. En fait, la loi prévoit que lorsqu'il y a un nombre de voix très serré, on peut redemander un recomptage des bulletins à la main. Et notamment, c'est dans 4 comtés où il y a des doutes qui se répandent. Donc le 10 novembre, les bulletins sont recomptés, mais à la machine, et donc pas à la main. À ce moment-là, Bush n'a plus que 288 voix d'avance. Ça représente 0,005% des votes de la Floride, ce qui est énorme. Le 16 novembre, donc la Cour suprême de Floride ordonne un recomptage manuel. Donc la Cour suprême, c'est la cour de justice qui est au-dessus des lois. Il faut savoir qu'aux États-Unis, donc il y a une Cour suprême dans chaque État et il y a une Cour suprême nationale qui, bien sûr, est au-dessus de la Cour suprême de chaque État. Donc le lendemain, le 17 novembre, donc la Cour suprême de Floride, elle interdit toute proclamation des résultats avant la fin de ce recomptage, puisqu'ils veulent être sûrs, ils veulent pas que les deux candidats revendiquent la victoire avant même qu'on ait compté. Ça ferait un peu tâche et ce serait pas très propre. Donc, le 21 novembre, la Cour suprême de Floride ordonne donc à l'unanimité d'intégrer les résultats des recomptages manuels. Or, il semble que ces recomptages manuels, à ce moment-là, sont plutôt du côté d'Al Gore et tendent vers une victoire d'Al Gore. Donc le 22 novembre, Bush, il en appelle à la Cour suprême là, des États-Unis, au-dessus. Lui, il veut faire invalider le fait que la Cour suprême de Floride a ordonné un recomptage manuel. Le 24 novembre, la Cour suprême donc, accepte le recours et elle suspend donc le 4 décembre la décision d'autoriser les recours manuels. Donc finalement, le 4 décembre 2000, il n'y a plus de recours possible. La Cour suprême a tranché. On ne recomptera pas en plus. La Cour suprême, le 12 décembre, estime donc par 5 voix contre que la décision de la Cour suprême de Floride est inconstitutionnelle et annule donc le recomptage. À ce moment-là, c'est donc Bush
qui est élu président et Al Gore reconnaît sa défaite. Le premier tournant géopolitique à la suite de l'élection de George Bush, bien sûr, ça va être les attentats du 11 septembre 2001. Pas 2011, excusez-moi pour l'erreur. Ce jour-là, comme vous le connaissez, on a 19 terroristes d'Al-Qaïda qui détournent 4 Boeing 747 et qui vont les cracher, donc 2 sur les tours jumelles à Manhattan dans la ville de New York, un sur le Pentagone, qui est le quartier général des armées des États-Unis, et un dernier qui devait se cracher probablement sur le Congrès, mais il semble que les passagers se sont rebellés contre les terroristes, ont réussi à reprendre les commandes de l'avion et ont craché l'avion, et celui-ci va se désintégrer en Pennsylvanie, à quelques centaines de kilomètres de Washington. Au total, ces attentats vont faire 2977 morts. Et donc, bien sûr, ce sera les attentats les plus meurtriers jamais perpétrés en une fois. En 2023, hein, c'est toujours le cas, c'est toujours les attentats les plus meurtriers jamais perpétrés. À la suite de ce premier tournant géopolitique majeur, hein, c'est quand même la première fois que les États-Unis sont attaqués sur leur sol d'une telle violence et avec une préparation aussi forte, c'est un choc énorme dans le monde entier et surtout aux États-Unis. Et en réponse, George W. Bush va décider de l'invasion de l'Afghanistan. Le 7 octobre 2001, une coalition internationale envahit l'Afghanistan. Donc l'invasion de l'Afghanistan, elle est faite principalement pour capturer Oussama Ben Laden, qui est le chef d'Al-Qaïda qui a ordonné les frappes sur les États-Unis et donc qui est le responsable des attentats du 11 septembre. Le but, dans le même temps, c'est aussi de renverser les talibans complices d'Al-Qaïda selon les États-Unis. Donc le régime taliban était un régime très autoritaire qui gérait l'Afghanistan d'une main de maître, qui appliquait la charia. Et donc, il est dit que effectivement, Al-Qaïda était quand même plutôt en bonne relation avec les talibans. Les talibans l'ont plutôt protégé, ils l'ont un peu laissé faire. Ils vivaient dans les montagnes afghanes et bon, ils n'ont pas directement été impliqués dans les attentats, mais on va dire qu'ils l'ont laissé faire et ça leur posait pas vraiment de problème qu'Al-Qaïda attaque les États-Unis. Donc avec l'invasion de l'Afghanistan, donc quel est le résultat? C'est vraiment le premier, vraiment un tournant majeur dans la géopolitique. Et encore aujourd'hui, hein, ça se ressent. Au final, qu'est-ce qui se passera avec l'Afghanistan? Au final, Oussama Ben Laden, il ne sera jamais capturé en Afghanistan. Les États-Unis ont mené une opération dans les montagnes, mais ils ont décidé de laisser des combattants afghans qui étaient alliés aux États-Unis mener la traque d'Oussama Ben Laden, et il semble que celui-ci a réussi à s'échapper, et notamment donc il s'est enfui au Pakistan. Donc pendant près de 10 ans, personne ne sait où se cache Ben Laden. Al-Qaïda continue à commettre d'autres attentats, tels que il y a eu les attentats de Londres, où il y a eu des explosions dans des bus impériaux dans Londres et dans le métro londonien, ou d'autres attentats, par exemple à Madrid, où là ce sont des trains régionaux qui ont explosé. Donc au final, Oussama Ben Laden, il sera finalement tué par les unités spéciales américaines au Pakistan en 2011, à Peshawar exactement. Et donc, petit fait intéressant et assez fou, donc la maison où se cachait Ben Laden était à moins d'1 kilomètre de la plus grande école militaire pakistanaise qui formait toutes les unités spéciales pakistanaises. Alors qu'officiellement, le Pakistan
et allié aux États-Unis, était aussi en guerre contre les talibans au Pakistan et était aussi à la recherche d'Oussama Ben Laden. Il y a de fortes suspicions qui disent que les autorités pakistanaises étaient à peu près au courant où ils étaient et qu'ils le protégeaient, et notamment que les services spéciaux et les services de renseignement pakistanais étaient totalement vérolés par les talibans et par Al-Qaïda qui savaient tout, qui connaissaient tout. Et c'est donc pour ça que les États-Unis, lorsqu'ils ont mené cette opération, ils n'ont pas prévenu le Pakistan de l'opération. Parce qu'ils avaient peur qu'en informant des gens au Pakistan, Ben Laden soit au courant et arrive une nouvelle fois à s'échapper. Au final, les États-Unis n'ont jamais réussi à prendre le contrôle total de l'Afghanistan. Ils ont réussi à prendre le contrôle principalement des grandes villes, mais les talibans se sont réorganisés, sont restés principalement dans les campagnes et ont mené une guerre de guérilla contre les États-Unis en menant des embûches, en tirant sur les convois américains. Et c'est vrai que le relief très escarpé du pays a été vraiment en faveur d'une guérilla parce que c'est très compliqué de voir les gens, c'est très facile de se cacher, très facile de se cacher en hauteur et d'attaquer par au-dessus les convois américains qui sont dans les vallées, par exemple. Et donc, au final, les États-Unis n'ont jamais réussi à prendre le contrôle du pays. Le but aussi du pays était aussi d'instaurer donc un régime stable en Afghanistan, pro-américain, de réorganiser l'armée afghane pour qu'elle puisse combattre les talibans et Al-Qaïda. Et là, pareil, au final, ça n'a jamais réussi. Il y a gros scandale de corruption et aucun régime n'a jamais été stable. Les États-Unis ont dépensé des milliards dans la formation de l'armée afghane, qui au final n'a jamais été à la hauteur. Et lorsqu'en 2020, les États-Unis déclarent officiellement qu'ils retirent toutes leurs troupes d'Afghanistan, il va y avoir une énorme offensive des talibans. Et au final, après 20 ans de guerre, les talibans en fait reprennent le pouvoir en 2021. En 20 ans de guerre, cette guerre aura fait 165 000 morts. Pour, au final, quoi? Bah, pas grand-chose, hein. Au final, Oussama Ben Laden, il n'a pas été arrêté en Afghanistan, et les talibans, ils ont repris le pouvoir. Depuis 2021, les talibans, ils ont réinstauré la charia, les femmes n'ont plus le droit de travailler, l'éducation est interdite pour les femmes. Donc c'est un retour en arrière. Donc ce premier tournant géopolitique, cette invasion qui a coûté des milliards aux États-Unis, bah au final, elle n'aura servi à rien parce que c'est exactement la même chose, exactement le même régime qu'avant qui se passe en Afghanistan. Aujourd'hui, depuis la reprise du pouvoir donc des talibans, les États-Unis ont arrêté toute leur aide à l'Afghanistan, leur aide humanitaire aussi. Et donc la situation est très très difficile pour les personnes sur place qui souffrent de malnutrition, d'accès très compliqué à l'eau et d'un régime taliban très autoritaire et très dur. Maintenant, le deuxième tournant géopolitique de la présidentielle Bush, ça va être l'invasion de l'Irak. Eh oui, notre cher copain Bush, il aime bien la guerre et il aime bien envahir des pays au Moyen-Orient. Donc en 2003, George W. Bush, il ordonne l'invasion de l'Irak. Le président, en fait, accuse le régime de Saddam Hussein de complicité avec Al-Qaïda. Il dit qu'ils ont aidé Al-Qaïda lors des attentats de 2011. Ce qui, par la suite, s'avéra être totalement faux, hein. Pour le coup, Al-Qaïda était implanté, certes, en Irak, mais était très petit. Le régime irakien était contre eux, avec son chef qui s'appelle Al-Zarqawi. Et en plus, il semble que juste avant 2003, les renseignements américains avaient localisé ce Al-Zarqawi, pardon, le chef d'Al-Qaïda en Irak,
que la CIA a soumis au président le fait de pouvoir le tuer avec une frappe de drone et que celui-ci a refusé. Le président accuse aussi donc le régime de Saddam Hussein de posséder des armes de destruction massive et des armes chimiques qui pourraient menacer l'intérêt des États-Unis. Là, encore une fois, il s'est avéré que c'est faux. Il y a bien eu des armes de destruction massive et des armes chimiques développées par l'Irak dans les années 80, mais ceux-ci se sont arrêtés après l'invasion de la première guerre du Golfe en Irak, qui s'est déroulée en 1991. Et en plus, si vous vous souvenez bien, la première guerre d'Irak, donc en 1991, menée principalement par les États-Unis en réponse à l'invasion de l'Irak sur le Koweït, était menée lorsque c'était George W. Bush senior qui était président. Donc, l'une des raisons aussi qui est souvent invoquée maintenant à cette guerre, c'est aussi que George Bush Jr., il a un peu voulu finir le travail de papa que papa avait fait 10 ans plus tôt. Bref, quand même un peu étonnant. Donc au final, l'invasion de l'Irak se fait en mars 2003 par une coalition composée des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie. À savoir que la France s'est fermement opposée à cette invasion. Et si cela vous intéresse, il y a un discours très 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 intéressant du représentant français à l'ONU juste avant l'invasion, qui est super intéressante, très bien faite et qui explique qu'il ne faut pas mener une guerre en plus en Irak et qu'il n'y a légitimement pas besoin de mener une guerre en Irak. Et donc, cette invasion en Irak, celle-ci, quels sont les résultats de cette invasion? Bon, le régime de Saddam Hussein a été renversé très rapidement, et au final, celui-ci sera condamné à mort en 2006. Juste après la chute du régime de Saddam Hussein, l'une des décisions les plus importantes et les plus problématiques que va prendre George W. Bush, ça va être de dissoudre l'armée irakienne. Il dit il ne faut plus qu'il y ait d'armée irakienne, et seuls les États-Unis et les troupes américaines vont maintenir la sécurité en Irak. C'est une très 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 grosse erreur. Du jour au lendemain, il y a des milliers de soldats qui se retrouvent sans emploi. Ils se retrouvent sans emploi, mais ils ont toujours leurs armes. Ils ont toujours leur caserne. Et on les désarme pas. Donc très rapidement, des généraux de l'ancienne armée vont récupérer les armes qu'ils avaient, récupérer les hommes qu'ils avaient sous eux pour mener des guérillas et pour faire la guerre aux États-Unis, pour mettre dehors les États-Unis de leur pays. Et à la suite de ça, il va aussi y avoir une guerre civile entre les communautés chiites et sunnites dans le pays. Donc comme on le voit sur cette carte, en Irak, les chiites et les sunnites sont très répartis. Donc il y a les arabes chiites qui se trouvent principalement au sud du pays, qui représentent environ 50% de la population totale. Les arabes sunnites qui sont plutôt à l'ouest et au nord de l'Irak. Et enfin, les Kurdes qui se trouvent tout au nord de l'Irak et qui sont, eux, dans une région autonome du Kurdistan. Donc ils font bien partie de l'Irak, mais c'est une région autonome, ils ont leur propre parlement, une chose comme ça. Il s'avère que lorsque Saddam Hussein était au pouvoir, Saddam Hussein était lui-même de la communauté sunnite, qui représente 25%, qui n'est pas une majorité au final dans le pays. Et il a mené des politiques très fermes envers les chiites. Les chiites étaient nulle part dans l'économie, ils n'avaient aucun pouvoir politique, ils n'étaient dans aucune institution. Et donc, à la chute de ce régime, les chiites vont créer des coalitions, vont créer des milices pour reprendre le pouvoir. Pour prendre le pouvoir, ils disent maintenant,
les sunnites, pendant des années, nous ont oppressés, on va prendre le pouvoir, on est en majorité. Et les sunnites, eux, sont certes en minorité, mais c'est eux qui avaient le poumon économique, c'est eux qui géraient l'armée, c'est eux qui avaient le pouvoir dans le pays. Donc en fait, il y a une guerre civile qui va se mener entre les deux. Et Al-Qaïda va énormément en profiter, va mener des attaques énormes contre la communauté chiite, étant eux-mêmes sunnites, et va semer le chaos. Donc pendant des années, il y a des attentats quasi quotidiens dans Bagdad et dans les autres villes. Ça va être une horreur. Donc, comme je disais, il va y avoir un renforcement très important d'Al-Qaïda en Irak. Al-Qaïda en Irak va prendre une importance folle. Il va y avoir des milliers de soldats qui vont rejoindre les rangs d'Al-Qaïda et qui vont mener des actions terroristes à la fois contre les Américains et aussi contre la communauté chiite. Et cela aussi va mener à la création de l'État islamique, puisque en fait, sur les cendres d'Al-Qaïda en Irak, certaines branches d'Al-Qaïda en Irak vont en gros prendre leur distance par rapport à Al-Qaïda, créer un nouveau groupe terroriste qui va s'appeler l'État islamique en Irak et au Levant, qui plus tard deviendra juste l'État islamique. Et comme vous le connaissez, l'État islamique est responsable de nombreux attentats au Moyen-Orient et en Europe, dont en France les attentats de Paris en novembre, les attentats de Paris en novembre 2015 et l'attentat de Nice en juillet 2016. En tout, cette guerre elle aura fait au moins 150 000 morts, dont près de 4 500 soldats américains en plus de 10 ans. Donc au final, avec ces deux guerres, mais on peut se poser la question, quels sont les résultats géopolitiques en 2023? Comme on l'a dit, le régime des talibans, il est de nouveau au pouvoir en Afghanistan. Donc de ce côté-là, il n'y a pas vraiment eu de changement. Et honnêtement, ça risque pas de changer. Ces derniers temps, d'un point de vue géopolitique, l'Afghanistan est en train de se rapprocher de manière très importante de la Chine, avec laquelle elle partage une petite frontière, puisque l'Afghanistan, en fait, possède de très grosses ressources dans son sol, notamment de l'or, des diamants, des émeraudes, du pétrole. Et donc la Chine, qui est très très gourmande en métaux, de par sa croissance importante, et friande de pouvoir commercer avec les talibans et donc de pouvoir récupérer toutes ces ressources. Je pense qu'au-delà effectivement de la chute du régime, lorsque les États-Unis ont envahi l'Afghanistan, leur souhait, je pense aussi, était en partie de pouvoir récupérer toutes ces ressources. Et vu l'instabilité que ça a été pendant les 20 ans de guerre, ils n'ont jamais réussi à concrétiser quoi que ce soit. En Irak, maintenant, du coup, c'est un régime irakien qui est pro-chiite et pro-Iran qui a pris le dessus et qui est maintenant à la tête de l'État. Les tensions entre chiites et sunnites sont encore très fortes, puisque aujourd'hui, comme je dis, le régime chiite est très puissant, c'est lui qui dirige le pays, et que certaines milices chiites ont une puissance considérable, puisque en fait, celles-ci ont combattu l'État islamique lorsque l'État islamique a envahi plus de la moitié du pays, et notamment lors de la bataille de Mossoul au nord de l'Irak. Et donc, tout cela va résulter d'un renforcement très important de l'Iran dans la région. Comme vous le savez probablement, l'Iran est en froid avec les États-Unis depuis très longtemps, depuis la révolution islamique dans les années 70, si je me souviens bien. Et par l'invasion de l'Irak, eh bien, les États-Unis ont renforcé leur pire ennemi dans la région, qui est l'Iran. Et donc, maintenant, l'Iran a constitué ce qu'on appelle le croissant chiite. C'est-à-dire qu'elle a une très 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 forte présence donc en Irak aussi, forte présence en Syrie,
où elle a soutenu le régime de Bachar al-Assad dans sa guerre contre les rebelles depuis 2011. Aussi, elle est ultra présente au Liban avec le Hezbollah, qui est un parti politique et militaire pro-iranien, qui lui-même a combattu en Syrie. Donc ils se sont fortement, fortement renforcés. Ils ont aussi des billes importants en Afghanistan. Maintenant, l'Iran s'est aussi rapproché des nouvelles forces politiques en Afghanistan, bien que les talibans sont principalement sunnites lorsque l'Iran est chiite, mais ils sont quand même de plus en plus proches. Et enfin, l'Iran est très présent aussi au Yémen, euh, où elle soutient une milice qui a pris à peu près la moitié, le contrôle d'à peu près la moitié du pays, dont la capitale Sanaa, et donc qui est en guerre avec le gouvernement officiellement reconnu du Yémen et avec une coalition de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Donc au final, l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan, elle a polarisé les tensions au Moyen-Orient. Donc d'un côté, on a l'Iran et donc ses alliés que je viens de citer, et de l'autre côté, on va avoir l'Arabie Saoudite, qui est le principal pays sunnite du pays, qui est allié avec des pays tels que le Qatar ou les Émirats Arabes Unis. Et donc les tensions entre ces deux pays sont très très fortes, et comme vous le voyez, en plus, ils sont juste à côté l'un de l'autre. Ces tensions, heureusement, aujourd'hui n'ont pas abouti à une guerre totale entre les deux pays, mais je dois vous avouer que c'est très 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 chaud. Et enfin, comme je l'ai cité, donc on a la création donc, de l'État islamique qui a été responsable de nombreux attentats au Moyen-Orient et en Europe et qui aujourd'hui encore est présente un peu partout dans le monde. Donc comme on voit cette carte en 2011, donc l'État islamique, aussi appelé Daesh, est toujours présent en Irak. Bon, beaucoup plus faible en Irak et en Syrie, mais maintenant il est présent principalement donc en Égypte, en Libye, autour du Tchad et du Nigeria, autour du Mali, près de la République démocratique du Congo, au Mozambique aussi, où ils ont pris le port de Palma, qui a été pris par des djihadistes en 2021, ou encore en Libye, où elle avait pris une grande portion de la Libye. Donc au final, l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan a créé plus de problèmes, plus de déstabilisation dans le Moyen-Orient et en Afrique, et il en résulte la création quand même de groupes terroristes importants qui sèment la terreur aujourd'hui, principalement en Europe. Enfin, dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est et si Al Gore avait été élu? Qu'est-ce qui se serait passé s'il avait été élu? Bon, les attentats du 11 septembre, hein, ils auraient toujours eu lieu. Ils étaient prévus depuis longtemps. C'est pas parce que George Bush a été élu 9 mois avant les attentats que ça a été une réponse d'Al-Qaïda. C'était déjà prévu. Donc il y aurait toujours eu ces attentats. Et pour moi, ça aurait toujours entraîné l'envahissement de l'Afghanistan. Après, la question est-ce qu'ils auraient renversé le régime taliban ou est-ce qu'ils se seraient contentés de faire des opérations spéciales dans les montagnes pour éliminer tout Al-Qaïda? C'est possible, effectivement. J'avais lu dans certains livres qu'Al Gore aurait limité son intervention à certaines zones de l'Afghanistan, toutes les montagnes dans lesquelles se trouvait Al-Qaïda, et aurait peut-être pas renversé le régime taliban ou pas fait une guerre totale dans le pays en envoyant des centaines de milliers de soldats. Par contre, ce qui est sûr, et Al Gore l'a dit et l'a répété plusieurs fois, les États-Unis, en tout cas, n'auraient pas envahi l'Irak. Al Gore a été totalement contre l'invasion de l'Irak, un sujet inutile, trop dangereux
et qui pouvait trop déstabiliser la région. Et bah, pour le coup, il avait plutôt raison. Un dernier point qui aurait pu faire une différence majeure d'un point de vue géopolitique, ça aurait été le renforcement de l'écologie aux États-Unis. Puisqu'Al Gore était réputé très proche de l'écologie. Il a notamment fait une conférence en 2006 sur le climat qui est très connue. Je dois vous avouer que moi, personnellement, c'est cette conférence-là qui m'a fait comprendre réellement le problème climatique, l'importance qu'avait le problème climatique. Et donc, on peut se poser la question. Par exemple, est-ce qu'Al Gore aurait pu signer les traités de Kyoto, qui a été fait en 1997, donc qui étaient des protocoles visant à limiter le réchauffement climatique que les États-Unis n'avaient pas signé. Et Al Gore a dit plusieurs fois que s'il avait été élu président, il aurait ratifié ce protocole de Kyoto, et donc qui aurait probablement permis aux États-Unis d'avoir un côté écologique plus fort. On peut aussi se poser la question de l'utilisation des gaz et pétrole de schiste. Donc les gaz et pétrole de schiste, en fait, ce sont du gaz et pétrole, mais qui sont coincés dans des bulles dans la terre. Et en fait, pour pouvoir extraire ces gaz et pétrole, en fait, il faut faire une technique qui s'appelle la fracturation hydraulique. Et donc la fracturation hydraulique, en fait, est très polluante parce que souvent, en fait, elle contamine les nappes phréatiques et c'est très mauvais. Et donc il s'avère que ce renforcement de l'utilisation du gaz et du pétrole de schiste a été fait à partir de la fin de la présidence de George Bush, autour de 2007 et 2008. Donc on peut se poser la question, est-ce que Al Gore n'aurait pas interdit toute la prospection de ces gaz et pétrole de schiste, comme ce qui, par exemple, est le cas en France. En France, il est interdit même de prospecter, c'est-à-dire juste de chercher des nappes et d'exploiter des nappes de pétrole et gaz de schiste, alors qu'il semble que nous ayons des réservoirs présents. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà comment 288 électeurs, 0,005% des votes de la Floride, ont pu changer le monde. C'est assez fou de se dire qu'un petit événement, un résultat si serré, a pu à ce point changer le monde et a encore un impact aujourd'hui, en 2023, sur nos sociétés, principalement au Moyen-Orient, mais c'est quand même assez fou et c'est ça qui est intéressant, passionnant dans la géopolitique. J'espère que ce live vous aura plu. N'hésitez pas à faire des commentaires, à partager cette vidéo. Et à très bientôt sur Géopolitica. Allez, bonne soirée!